Une seule lettre a prouvé que ma mère n'était pas morte et a réveillé les ténèbres que nous avions tenté d'enfouir. Ma mère a prétendu que j'étais morte pour me protéger d'un secret très sombre. Enfant, j'ai grandi avec une identité différente et j'ai tout découvert grâce à une lettre mystérieuse. Dès mon plus jeune âge, on m'a dit que ma mère était morte le jour de ma naissance. Chaque fois que quelqu'un me disait cela, je baissais la tête et faisais semblant que tout allait bien. Mais à l'intérieur, cela me faisait mal. C'était une douleur indescriptible, quelque chose d'étrange. Je voyais les autres filles quand leur mère venait les chercher à l'école, quand elles les serraient dans leurs bras à la fin de la journée, et cela me laissait un sentiment de vide. J'essayais de ne pas pleurer parce que ma grand-mère me disait que je devais être forte, mais je pleurais en secret, serré contre mon oreiller. Parfois, je demandais pourquoi ma mère était morte juste après ma naissance, et on me répondait toujours la même chose. Elle t'aimait beaucoup, elle a donné sa vie pour toi. Cela était censé me réconforter, mais cela ne faisait que me rendre encore plus seul. J'imaginais son visage, son odeur, sa voix, mais tout était vide. Je n'avais aucun souvenir, aucune photo, aucun signe. Juste cette histoire répétée, comme si c'était un mur que personne ne voulait franchir. Et même si j'étais très jeune, quelque chose en moi me disait que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était une question sans réponse. C'était comme si une partie de moi manquait. Et même si tout le monde autour de moi essayait de me faire sentir complète, j'avais l'impression de ne vivre que la moitié de ma vérité. J'ai passé toute mon enfance dans une toute petite ville de l'intérieur des terres, à Oangt. Les rues étaient en terre battue, les maisons simples, avec des toits de tuiles rouges et des fenêtres ouvertes pour laisser entrer l'air. Tout le monde se connaissait là-bas. Le matin, je sentais l'odeur du pain frais, et l'après-midi, j'entendais les poules dans les cours. Je vivais avec ma grand-mère Carmen, une femme aux mains fermes et au grand cœur. Elle était tout pour moi. Elle prenait soin de moi comme si j'étais un trésor. Chaque fois que je lui posais des questions sur ma mère, elle me serrait contre elle, me regardait dans les yeux et me disait avec un sourire triste « Et tu es une bénédiction du ciel, ma fille, un cadeau que Dieu m'a fait. » Cela me laissait perplexe, mais je m'accrochais à ces mots comme à une corde pour m'empêcher de tomber. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour m'aimer, même si nous avions peu. Parfois, elle vendait des fleurs sur la place et revenait avec un petit bonbon juste pour me voir sourire. D'autres fois, elle me racontait des histoires inventées pour que je puisse m'endormir sans pleurer. La maison était petite, elle ne comptait que 2 pièces, mais elle était remplie d'amour. Elle cuisinait des haricots comme personne d'autre et, pendant les nuits froides, elle me couvrait de 2 couvertures, même si je lui disais que ce n'était pas nécessaire. Je me souviens de ses mains ridées qui me peignaient les cheveux et de l'odeur de savon qu'elle avait toujours. Grand-mère Carmen était mon refuge, et même si je ne comprenais pas pourquoi mes parents n'étaient pas là, je me sentais protégé chez elle. Mais le vide en moi restait silencieux, caché, comme une question qui n'avait toujours pas de réponse. Un jour, alors que j'aidais grand-mère à plier des chiffons sur la corde à linge, j'ai pris mon courage à 2 mains et je lui ai demandé à voix basse « Grand-mère, et mon père, il est mort aussi ?» Elle a arrêté ce qu'elle faisait, a regardé le ciel pendant un moment, puis a baissé les yeux. Son visage a changé instantanément, comme si j'avais touché une vieille blessure. Elle ne m'a pas répondu tout de suite. Elle a pris une profonde inspiration et m'a dit d'une voix ferme « Il vaut mieux ne pas te souvenir de ton père, ma chérie. Ce n'était pas un homme bien. Je ne comprenais pas vraiment ce que cela signifiait, mais j'ai insisté, parce que je voulais savoir. Mais il me connaissait, il savait qui j'étais. » Elle a simplement secoué la tête lentement et m'a dit « Il ne te méritait pas. Il vaut mieux oublier ce nom. » Je suis restée silencieuse, essayant de comprendre. Je n'étais qu'une petite fille qui voulait savoir d'où je venais, mais chaque fois que je parlais de mon père, grand-mère changeait de sujet, allait faire du café ou disait qu'elle était fatiguée. Elle ne m'a jamais crié dessus, mais je voyais bien que le sujet la blessait. Par respect, j'ai arrêté de poser des questions, mais en réalité, son silence ne faisait que soulever davantage de questions dans mon esprit. Quel genre d'homme était-il? Pourquoi avait-elle si peur de me le dire? C'était comme si mon histoire avait un trou noir en son centre et que personne ne voulait me laisser y jeter un œil. Et même si j'essayais d'obéir et d'oublier, je savais qu'un jour, ces réponses me trouveraient. J'avais 7 ans, ce jour-là. C'était un après-midi comme les autres dans cette petite ville. Je jouais avec une poupée de chiffon dans la cour quand j'ai senti que quelqu'un m'observait. Je me suis retourné lentement et j'ai vu une femme debout de l'autre côté de la clôture en bois. Elle portait une robe simple. Ses cheveux étaient lâchés et flottaient au vent. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, ce sont ses yeux. Ils étaient remplis de larmes. Elle ne pleurait pas,
mais elle semblait sur le point de fondre en larmes à tout moment. Je suis resté là à la regarder pendant quelques secondes, ne sachant pas quoi faire. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, comme si je connaissais déjà cette femme, même si je ne l'avais jamais vue auparavant. Elle a souri, mais c'était un sourire triste, le genre qui vous serre le cœur. J'ai fait 2 pas vers elle, mon poing pressé contre ma poitrine, et je lui ai demandé à voix basse « Ça va ?» Mais avant que je puisse m'approcher davantage, elle s'est retournée et est partie. Elle a disparu parmi les arbres, comme si elle avait peur. Je courus vers la petite porte devant moi. Je regardais autour de moi, mais elle avait disparu. C'était comme si elle n'avait jamais été là. Je restais là, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Cette image resta gravée dans ma mémoire. Ses yeux remplis de larmes, la façon dont elle m'avait regardé. Il y avait de l'affection dans ce regard, mais aussi de la douleur. Quand j'en ai parlé à grand-mère Carmen, elle a pâli. Elle a essayé de le cacher en disant que c'était peut-être juste une dame qui passait par là, mais je voyais bien qu'elle était nerveuse. Elle a changé de sujet et m'a dit de rentrer. Et je suis resté avec ce sentiment étrange d'avoir vu quelqu'un d'important, quelqu'un qui savait qui j'étais, ce qui m'a laissé encore plus de questions. Après ce jour où j'ai vu cette femme me regarder les larmes aux yeux, j'ai commencé à rêver d'elle. Au début, ce n'était qu'occasionnellement, mais ensuite, les rêves sont devenus plus fréquents. Elle apparaissait toujours de la même manière, dans cette robe simple, les cheveux détachés, m'attendant les bras ouverts. Dans le rêve, je courais vers elle et elle me serrait fort dans ses bras, avec beaucoup de chaleur, comme si j'étais la chose la plus précieuse de sa vie. Elle m'appelait d'une voix si douce, me disant « ma fille ». La voix brisée comme si je lui avais terriblement manqué. Je me sentais en sécurité dans ses bras. C'était comme si tout le vide que j'avais ressenti depuis mon enfance était comblé par cet amour. Je ne voulais pas me réveiller, mais à l'aube, j'ai ouvert les yeux, mon oreiller trempé de larmes. Je ne comprenais pas pourquoi ce rêve m'avait autant ému. Ce n'était qu'un rêve, n'est-ce pas? Mais son parfum, la chaleur de son étreinte, la façon dont elle me caressait les cheveux me semblaient si réels. Il y avait là quelque chose que mon cœur ressentait, même si je ne le comprenais pas. Parfois, je me réveillais la nuit en l'appelant. « Ma fille, ma fille !» Ces mots résonnaient dans ma tête. C'était comme si elle voulait me dire quelque chose, comme si elle essayait de me joindre depuis très loin. Une fois réveillé, je cherchais ce regard dans les visages des femmes qui passaient dans la rue, mais aucune d'entre elles n'était elle, et ma grand-mère ne parlait jamais de ce sujet. Elle disait que les rêves ne sont que des rêves, et m'envoyait prendre mon petit déjeuner, mais mon cœur était déjà marqué. Je savais que cette femme était importante, et je savais au fond de moi que ce rêve était plus qu'une simple invention de mon esprit. C'était un souvenir caché qui voulait refaire surface. Quelque temps plus tard, c'était un après-midi normal, un de ceux où grand-mère allait à l'église pour apporter des fleurs. J'étais seul à la maison, et j'ai décidé de ranger quelques tiroirs dans sa chambre. Mais alors que je sortais de vieux chiffons du placard, j'ai remarqué qu'une partie du mur sonnait creux. Je l'ai tapoté avec mes jointures, et le son était différent. J'ai lentement retiré une planche mal fixée et derrière, il y avait une petite boîte en bois couverte de poussière. Mon cœur s'est mis à battre très fort. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, j'ai trouvé quelques vieilles choses, une petite médaille, un mouchoir brodé et au fond de la boîte, une lettre. C'était une enveloppe jaune avec le nom Isabella, écrit au milieu d'une belle écriture ferme. C'était mon nom. Mes yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Je me suis assise par terre et j'ai commencé à lire, les mains moites. La lettre commençait ainsi. « Isabella, mon amour, si tu lis ceci, c'est que le moment de vérité est arrivé. » Je pouvais à peine respirer. C'était comme si une voix me parlait directement depuis un endroit perdu dans le temps. Mes yeux parcouraient les mots et ma poitrine semblait sur le point d'exploser. La lettre disait que ma mère était vivante, qu'elle n'était pas morte en couche, qu'elle m'avait laissé à ma grand-mère pour me protéger d'un grand danger, que tout avait été planifié, ma mort supposée, ma disparition, ma nouvelle identité, afin de m'éloigner d'un homme qui pouvait me faire du mal. Les mots tourbillonnaient dans ma tête. J'avais tellement froid que j'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Ma mère était vivante. Elle avait été vivante tout ce temps et m'avait abandonné. Pourquoi m'avait-elle abandonné? Quel danger était si grand? Qui était cet homme qu'elle craignait tant? J'ai lu la lettre et j'ai pleuré sans pouvoir m'arrêter. C'étaient des pleurs douloureux, comme si tout ce en quoi j'avais cru jusqu'à présent venait de s'effondrer. Ma tête tournait. La douleur d'avoir été abandonnée se mêlait à un étrange espoir. Pour la première fois, le rêve de cette femme qui m'appelait sa petite fille prenait tout son sens. Elle était réelle, et maintenant, plus que jamais, j'avais besoin de connaître toute la vérité. Après avoir lu cette lettre une dizaine de fois,
En pleurant silencieusement sur le sol de ma chambre, j'ai senti quelque chose changer en moi. C'était comme si tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent n'avait été qu'une attente. L'attente de ce moment. Je ne pouvais plus vivre avec autant de doutes. J'avais besoin de regarder ma mère dans les yeux. J'avais besoin de comprendre pourquoi elle m'avait abandonné, pourquoi elle avait fait croire que j'étais morte. Et surtout, j'avais besoin de sentir son véritable étreinte, pas seulement dans mes rêves. J'ai attendu que grand-mère parte tôt le lendemain. Elle allait toujours à la place pour vendre des fleurs. Pendant son absence, j'ai préparé un petit sac à dos. Je n'ai pris que quelques vêtements, la lettre pliée et le peu d'argent que j'avais économisé dans une petite boîte en bois avec un couvercle en métal. Avant de partir, j'ai laissé un petit mot sur la table de la cuisine. « Grand-mère, pardonne-moi. Je dois retrouver ma mère. Je reviendrai. » C'était le plus difficile. Mes mains tremblaient, mes yeux étaient rouges. Je voulais la serrer dans mes bras une dernière fois, mais je savais que si elle me voyait partir, elle essaierait de m'en empêcher, et je ne pouvais pas abandonner. Je suis monté dans le bus, le cœur battant à tout rompre. Chaque kilomètre qui m'éloignait du village me serrait la poitrine, mais l'espoir me poussait à avancer. La lettre disait que ma mère vivait à Lyon. Elle avait quitté le village. La ville était un monde nouveau, bruyant, plein de gens et de grands immeubles. Je me sentais petite, seule, effrayée, mais aussi déterminée. Pour la première fois, j'allais chercher ma vérité, et rien d'autre ne comptait. Lorsque je suis descendu du bus et que j'ai posé le pied à Lyon, j'ai senti un nœud serré dans ma poitrine. Il y avait des voitures partout, des gens qui se pressaient, des klaxons qui retentissaient, un bruit qui ne s'arrêtait jamais. Tant de gens passaient à côté de moi, et pourtant je me sentais plus seul que jamais. C'était comme si j'avais disparu au milieu de toute cette vie. Je marchais sans savoir où aller. L'adresse sur la lettre était écrite sur un morceau de papier plié que je serrais fermement comme si c'était ma seule chance. J'avais mal aux jambes, le soleil tapait fort sur ma tête et je ne savais pas comment demander mon chemin. Je n'avais jamais quitté mon village auparavant. Je n'avais jamais été confronté à une telle situation. Mais quelque chose en moi m'empêchait d'abandonner. C'était comme une étincelle qui ne s'éteignait pas, même si j'avais peur, même si j'étais fatigué. Je me suis assise sur un banc de la place, près d'un grand arbre, et j'ai regardé les gens passer. J'ai vu une mère tenir la main de son petit garçon, et mon cœur s'est serré. J'ai fermé les yeux, et j'ai pris une profonde inspiration. Je devais continuer. Je devais retrouver ma mère. Je devais la voir, entendre sa voix, découvrir la vérité, et ce qui m'avait été caché. Peu importait la taille de la ville ou ma solitude. Cette flamme qui brûlait en moi était plus forte que tout, et je le savais. Seule la vérité pouvait apaiser la douleur que je portais dans ma poitrine depuis ma naissance. Après avoir erré toute la journée, je me suis arrêté devant une petite église simple dans un quartier calme. Je suis entré le cœur lourd et je me suis agenouillé sur le dernier banc. Je ne savais pas prier avec élégance, mais j'ai fermé les yeux et demandé silencieusement de l'aide. J'ai demandé de toutes mes forces que quelqu'un me montre le bon chemin. C'est là que j'ai rencontré le père Esteban, un homme à la voix calme, et au regard qui semblait comprendre la douleur des gens, rien qu'en les regardant. Il s'est approché lentement et s'est assis à côté de moi. « Ça va, ma chère ?» m'a-t-il demandé gentiment. J'ai baissé la tête et répondu à voix basse. « Je cherche ma mère. Je pensais qu'elle était morte, mais maintenant, je sais qu'elle est en vie. Elle s'appelle Maria Torres. Avez-vous déjà entendu ce nom ?» Il est resté silencieux pendant quelques secondes, pensif. Puis il m'a regardé attentivement, comme s'il réfléchissait soigneusement à ce qu'il allait dire. Maria Torres, ce nom me dit quelque chose. Il y a une femme qui porte ce nom et qui travaille dans un orphelinat tout près d'ici. C'est à quelques pâtés de maison d'ici. Voulez-vous que je vous y emmène ? Aussi. Mon cœur s'est mis à battre très fort. C'était comme si une lumière s'était allumée dans l'obscurité. J'ai rapidement acquiescé et je me suis levé, les jambes tremblantes. Le prêtre m'a prise par la main et m'a conduite à cet endroit. En chemin, il me parla de l'orphelinat, de la façon dont Maria s'occupait des enfants avec beaucoup d'amour, comme s'ils étaient les siens. Chaque mot qu'il prononçait me donnait plus d'espoir. Je sentais que j'étais proche du but, que le nom de Maria Torres n'était pas une simple coïncidence. Et en moi, cette petite flamme qui m'avait permis de continuer seul dans cette immense ville était désormais presque un brasier d'espoir. J'avais besoin de la voir. J'avais besoin de savoir si elle était vraiment la femme de mes rêves, celle que j'avais embrassée avec tant de désir. Lorsque j'arrivais à la porte de l'orphelinat, mes jambes tremblaient tellement que je pouvais à peine faire le premier pas. Le père Esteban me serra la main et me dit d'une voix calme « Vas-y mon enfant, Dieu est avec toi ». Je pris une profonde inspiration et entrai. À l'intérieur, j'ai vu des enfants courir, rire,
jouer, puis je l'ai vue, dos à moi, en train de mettre des jouets dans un panier, les cheveux détachés, les mêmes cheveux que j'avais vus dans mes rêves. Sa façon de marcher, ses mouvements, c'était elle. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. J'ai fait 2 pas et j'ai dit doucement « Madame Maria ». Elle s'est retournée lentement. Lorsque nos regards se sont croisés, le monde s'est arrêté. Elle est restée immobile, la bouche entr'ouverte. Ses yeux se sont instantanément remplis de larmes. Elle m'a regardé comme si elle assistait à un miracle. Puis, la voix brisée, elle a murmuré « Mon enfant ». C'est à ce moment-là que j'ai compris. C'était elle, la femme de mes rêves, qui m'appelait « mon enfant » avec tant de tendresse, qui me serrait dans ses bras la nuit lorsque je pleurais dans mon sommeil. Je courus vers elle sans réfléchir, sans hésiter, sans crainte, et elle m'ouvrit les bras et m'accueillit comme si elle ne m'avait jamais lâché. Nous nous embrassâmes là, au milieu de la cour, le soleil dans le dos et le bruit des enfants s'estompant dans le silence. Je pleurais comme je n'avais jamais pleuré de ma vie. Un cri puissant, retenu pendant des années. Elle pleurait aussi. Elle m'a murmuré à l'oreille « Pardonne-moi, pardonne-moi mon amour. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Et je ne pouvais que répéter « Maman, maman ». Dans cette étreinte, le temps s'est effacé. Il n'y avait plus de douleur, plus de doute, plus de peur. Seulement les retrouvailles, seulement l'amour. Et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie complète. Au bout d'un moment, lorsque nous avons enfin cessé de pleurer, nous nous sommes assises dans un coin de l'orphelinat, sur un banc en bois près d'un arbre. Elle me tenait la main fermement, comme si elle avait peur de me perdre à nouveau. Et moi, même si je ne comprenais toujours pas tout, je sentais déjà que ce moment allait changer ma vie pour toujours. C'est alors qu'elle a commencé à me dire la vérité. Les larmes aux yeux et la voix tremblante, elle m'a dit « Ton père était un homme puissant. Il avait de l'argent, de l'influence, de nombreux gardes du corps, mais il était aussi très dangereux. Il faisait de mauvaises choses, ma fille. Des choses que je n'ai découvertes qu'après avoir été avec lui. » Elle serra ma main plus fort et baissa la tête comme si elle portait ce poids depuis de nombreuses années. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte de toi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était de m'enfuir. Je voulais te protéger, te donner une vie loin de tout cela. Mais il l'a découvert. Et un jour, il m'a regardé dans les yeux et m'a dit que si le bébé était de lui, il te m'enlèverait, que je ne te reverrais plus jamais. Elle est restée silencieuse pendant un moment. Le silence qui a suivi a coupé l'air. Je ne pouvais que la regarder, essayant de comprendre ce que ressent une mère lorsqu'elle entend une telle menace. C'est alors que j'ai décidé de faire la chose la plus difficile de ma vie. Elle a continué, la voix brisée. J'ai préparé le mensonge qui me séparerait de toi. J'ai simulé ta mort. Je t'ai laissé chez Carmen, ta grand-mère, la seule personne en qui j'avais confiance, et je me suis caché. Des larmes me sont montées aux yeux sans que je m'en rende compte. Une partie de moi voulait crier, demander pourquoi si longtemps loin de moi, mais l'autre partie ne pouvait que ressentir l'amour derrière tout cela. Elle m'avait quitté pour me sauver. Elle m'avait caché de l'homme qui aurait pu m'éloigner d'elle pour toujours et avait vécu dans le silence, souffrant, attendant le jour où la vérité serait peut-être révélée. Je ne pouvais rien dire à ce moment-là. J'étais paralysée, assise sur ce vieux banc, la main de ma mère serrant la mienne, et le monde autour de moi semblait si loin. Les enfants couraient dans la cour de l'orphelinat, riant, jouant, et en moi, tout était silencieux, comme si chaque petit morceau de mon histoire s'était brisé en même temps. Tout ce que je pensais savoir, tout ce qu'on m'avait dit depuis mon enfance, était un mensonge. La douleur est venue d'une manière étrange, comme si elle était nouvelle, mais en même temps ancienne, comme si elle avait toujours été là, à l'intérieur, attendant juste le moment de sortir. C'était comme si mon passé avait été effacé avec une gomme et que maintenant quelqu'un essayait d'écrire dessus avec des larmes au lieu d'encre. Je la regardais, ma mère, la femme que j'avais passé ma vie à imaginer, à rêver, à chercher parmi les visages dans la rue. Elle était là, devant moi. Et même s'il y avait eu des mensonges, même si tant de temps avait été perdu, ce que je voyais dans ses yeux n'était pas du mal, c'était de l'amour. Un amour triste, fatigué, plein de culpabilité, mais toujours de l'amour. Elle s'est remise à pleurer, m'a pris le visage entre ses mains et m'a dit doucement « Je n'ai jamais voulu te quitter, ma fille. C'était la seule façon que j'avais trouvée pour te sauver. Chaque nuit que je passais sans toi était comme mourir un peu plus. Pardonne-moi. » Et à ce moment-là, mon cœur s'est tu. J'ai senti que même si tout avait été caché, même si la douleur était grande, elle m'aimait de la manière la plus forte qui soit. Elle m'avait caché du monde parce qu'elle voulait que je reste en vie. Elle avait décidé de souffrir pour que je ne souffre pas.
J'ai pris une profonde inspiration, j'ai fermé les yeux un instant et j'ai laissé les larmes couler librement. Oui, tout ce que je savais était un mensonge, mais son amour était réel. Et peut-être que cela seul était le début d'une nouvelle partie de ma vie. Elle m'a tout raconté les larmes aux yeux et d'une voix douce, presque sans force. Après m'avoir laissé chez grand-mère Carmen, elle a dû disparaître. Elle a déménagé dans une autre ville, a changé de nom et a commencé à vivre comme si elle n'existait pas. Elle m'a dit qu'elle se réveillait chaque jour dans la peur. Peur qu'il la retrouve, peur que quelqu'un fasse ressurgir le passé. Elle vivait avec ses portes fermées, ses fenêtres couvertes et son cœur toujours effrayé. Elle ne pouvait même plus sourire correctement. Elle m'a dit que même si elle était entourée de nombreux enfants à l'orphelinat, aucun d'entre eux ne pouvait combler le vide que j'avais laissé, qu'elle ne voulait plus jamais d'autres enfants. Elle m'a dit cela, la main sur la poitrine, en me regardant droit dans les yeux. Je t'avais déjà, toi. Même si tu étais loin, tu étais toujours ma fille, ma vie. Je vivais avec ton souvenir. C'est ce qui m'aidait à me lever chaque jour. Ces mots m'ont profondément blessé, car pendant des années, j'ai pleuré, voulant la voir près de moi, manquant un câlin, une voix qui dirait « ma fille ». Et elle, de l'autre côté, vivait cachée comme si elle n'existait pas à cause de moi, pour me protéger. Et cela me faisait plus mal que n'importe quel mensonge. Au fond de moi, une partie de moi était encore en colère, une partie de moi voulait crier. « Pourquoi n'es-tu pas revenue ? Pourquoi m'as-tu laissé grandir en pensant que tu étais morte ?» Mais cette colère était insignifiante comparée à ce que je ressentais vraiment. Au fond de moi, je voulais juste la serrer dans mes bras à nouveau. Je voulais juste rattraper le temps perdu. Même si je savais que le temps ne pouvait pas être rattrapé, mon cœur aspirait à un dernier câlin, un dernier moment avec elle. Car même après tout ce qui s'était passé, elle était ma mère et l'amour que je ressentais pour elle était plus fort que toute douleur. Elle m'a dit qu'après m'avoir laissé chez ma grand-mère, elle n'avait plus jamais retrouvé la paix. Chaque jour était difficile. Elle se réveillait tôt, terrifiée. Elle s'endormait tard, terrifiée. Elle avait peur de sortir, peur que quelqu'un reconnaisse son visage, peur que quelqu'un qui connaissait mon père la trouve et découvre tout. Elle vivait cachée, changeant de maison, changeant de travail, toujours seule, toujours silencieuse. Elle ne s'est jamais remariée, n'a jamais eu d'autres enfants. Ce n'était pas parce qu'elle ne pouvait pas, c'était parce qu'elle ne voulait pas. Elle m'a dit cela les larmes aux yeux. « Ma fille, après toi, plus rien n'avait de sens. J'avais déjà donné tout ce que j'avais. Tu étais toute ma vie. Il n'y avait de place pour rien d'autre. » Elle gardait des dessins de moi que ma grand-mère lui avait envoyés en secret, des lettres qu'elle n'avait jamais envoyées. Elle avait un petit album avec des feuilles séchées et des morceaux de papier avec mes gribouillages de quand j'étais petite, tous cachés, comme si ce passé était un secret qui lui faisait mal, mais qu'elle aimait aussi. Elle vivait de souvenirs. Elle m'a dit que souvent, la nuit, elle restait allongée dans son lit à fixer le plafond, se demandant si j'allais bien, si je souriais, si quelqu'un me brossait les cheveux avant que je m'endorme. Quand j'ai entendu tout cela, quelque chose en moi s'est brisé à nouveau. Je voulais vraiment la détester pour ne pas être revenue, pour m'avoir laissé grandir avec ce doute, avec ce vide, pour m'avoir laissé seule à tant de moments où je voulais juste ma maman. Mais cette colère n'a pas duré. Elle a été brève, faible, car j'ai immédiatement ressenti le désir de la serrer à nouveau dans mes bras, de ne plus jamais la lâcher, de rattraper le temps perdu, même si je savais que ce n'était pas possible. Tout ce que je ressentais, c'était de l'amour. Un amour qui faisait mal, qui me serrait le cœur avec une grande tristesse, mais de l'amour quand même. Et j'ai compris à ce moment-là que parfois, on se cache non pas parce qu'on est lâche, mais par amour. Et que le cœur d'une mère, même lorsqu'elle est loin, ne cesse jamais de battre aux côtés de celui de son enfant. Après ces retrouvailles, nous savions que nous ne pouvions pas nous promener ensemble comme une vraie mère et sa fille. Le danger était encore trop grand. Elle avait peur que quelqu'un de son passé découvre que j'étais encore en vie. Nous avons donc commencé à nous voir en secret. Nous nous retrouvions dans des endroits calmes, toujours à l'abri des regards indiscrets. Parfois, elle quittait l'orphelinat plus tôt et me rejoignait sur la petite place derrière l'église. D'autres fois, j'allais à la clôture arrière et elle m'attendait avec 2 cafés chauds et une couverture. Dans ces moments cachés, c'était comme si le temps s'était arrêté. Nous nous asseyions ensemble et elle commençait à me raconter des histoires sur son enfance, quand elle était une petite fille courant pieds nus dans les champs. Elle me parlait des fêtes de rue, de la cuisine de son arrière-grand-mère, des chansons que son père passait à la radio pendant qu'il cuisinait. Et j'écoutais tout avec un cœur ouvert, essayant de me souvenir de chaque mot comme s'il s'agissait d'or. Un après-midi, elle s'est mise à chanter doucement. C'était une chanson simple,
avec peu de paroles, mais la mélodie était douce. J'ai fermé les yeux et je me suis laissé emporter par sa voix. Quand elle a eu fini, elle m'a regardé avec des yeux pleins d'émotion et m'a dit « Je te chantais ça quand tu étais encore là ». Et elle a posé sa main sur son ventre. Chaque soir, elle posait sa main là et chantait doucement. Elle rêvait du jour où elle te tiendrait dans ses bras, te regarderait dormir en écoutant sa voix. À ce moment-là, j'ai eu un désir irrésistible de retourner dans le passé, d'être à nouveau un bébé, juste pour vivre ce que nous avions manqué. Mais même s'il était tard, ce moment était le nôtre. C'était comme si nous nous cachions là, essayant de recoller les morceaux brisés de notre histoire. Elle parlait avec tant d'affection, avec une nostalgie si cachée que je sentais son amour m'envahir comme une couverture chaude par une journée froide. Et lors de ces rencontres secrètes, entre rires timides, vieilles chansons et souvenirs d'une vie qui n'avait presque jamais été vécue, nous avons reconnecté deux moitiés, essayant petit à petit de ne former à nouveau qu'un. La nuit tombait presque, le ciel prenait déjà des teintes orangées, et j'ai quitté l'orphelinat le cœur réchauffé après une nouvelle rencontre avec ma mère. Nous avions tellement ri ce jour-là. Elle m'avait raconté une histoire drôle de son enfance, et pendant quelques minutes, la douleur que je portais en moi semblait avoir disparu. Mais dès que j'ai tourné au coin de la rue principale, j'ai senti quelque chose d'étrange. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tout mon corps s'est tendu comme si quelqu'un m'observait. J'ai accéléré le pas, et c'est alors que je l'ai vue. Une grande voiture noire aux vitres teintées était garée un peu plus loin. Au début, j'ai pensé que c'était juste une coïncidence, mais j'ai continué à marcher et elle a commencé à rouler lentement derrière moi. Le bruit des pneus sur le bitume était plus fort que d'habitude. Mon cœur s'est mis à battre très vite. Mes mains sont devenues froides. J'ai essayé de ne pas avoir l'air nerveux. J'ai tourné dans une autre rue. J'ai accéléré le pas. Puis encore plus vite, presque en courant, et la voiture m'a suivi. Elle n'a pas klaxonné, elle ne s'est pas trop approchée, elle m'a juste suivi en silence. C'était effrayant. À ce moment-là, la peur que je pensais avoir laissée derrière moi est revenue avec vengeance. C'était la même peur dont ma mère parlait lorsqu'elle évoquait le passé. La peur qu'il nous trouve, que quelque chose de grave se produise à nouveau. Je voulais courir jusqu'à l'orphelinat, la serrer dans mes bras et lui dire « Maman, quelqu'un me suit ». Mais je savais que je ne pouvais pas prendre ce risque. Je devais rester calme, je devais la protéger, elle aussi. Je suis entré dans un petit magasin en faisant semblant d'acheter quelque chose. J'ai attendu que la voiture passe. Mon cœur battait toujours la chamade, mes jambes tremblaient. Et là, caché derrière le rayon des bonbons, j'ai réalisé que notre histoire n'était pas encore celle de retrouvailles et d'étreinte, et que ce que ma mère redoutait le plus était peut-être plus proche que jamais. Après avoir réussi à semer la voiture, je me suis rendu directement à l'orphelinat. Le ciel était déjà sombre, et les lumières de la ville rendaient presque impossible de voir les étoiles. Je suis entré par la porte arrière, comme nous le faisions toujours pour ne pas attirer l'attention. Lorsque ma mère m'a vu, elle a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. J'étais pâle, mes mains tremblaient encore, et mon regard était perdu. Elle s'est précipitée vers moi, m'a saisi par les épaules, et m'a demandé d'une voix inquiète. « Que s'est-il passé, ma fille? Qu'est-ce que c'était ?» Je me suis assise lentement sur une chaise, et je lui ai tout raconté. La voiture, les vitres teintées, la façon dont elle m'avait suivi pendant plusieurs pâtés de maison. Elle a pâli instantanément. Ses yeux se sont remplis de peur, la même peur qu'elle avait gardée en elle pendant tant d'années. Elle s'est levée d'un bond et a commencé à faire les 100 pas, les mains crispées, le cœur battant à tout rompre. « Il faut partir maintenant !» répétait-elle comme si elle était prisonnière d'un vieux cauchemar. « Fuir ?» ai-je demandé, la voix coincée dans la gorge. Elle m'a regardé à nouveau, et j'ai vu dans ses yeux un désespoir absolu, comme si tout se répétait, comme si cette voiture était un fantôme du passé revenu pour tout emporter à nouveau. Elle secoua la tête, murmurant que c'était sa faute, qu'elle aurait dû rester loin, qu'elle aurait dû mieux me protéger. Mais je me suis levé, je me suis placé devant elle, j'ai pris une profonde inspiration, et, les larmes aux yeux, j'ai dit « Je ne veux plus m'enfuir, maman. J'ai attendu toute ma vie pour te retrouver, et maintenant que je t'ai retrouvé, je ne vais pas m'enfuir à nouveau. Je ne peux pas. » Elle a essayé de me convaincre que ce n'était pas sûr, que je ne comprenais pas le danger, mais je lui ai pris la main fermement, je l'ai regardée dans les yeux et j'ai dit « Oui, je comprends. J'ai vécu avec ce vide toute ma vie. Maintenant que je t'ai, je veux me battre à tes côtés. Nous n'allons plus nous cacher. Nous allons mettre fin à cette peur, je te le promets. » Elle a pleuré. Elle m'a serré si fort dans ses bras que j'avais l'impression que le monde pouvait s'écrouler à cet instant précis et qu'elle ne me lâcherait pas.
Et dans cette étreinte, j'ai su que le temps de la fuite était révolu. Il était temps d'affronter notre histoire, notre vérité et l'amour qui, bien que caché pendant tant d'années, n'avait jamais cessé d'exister. Après cette conversation avec ma mère, je savais que nous ne pouvions pas gérer tout cela seuls. La peur était grande et les questions nombreuses. Nous avions besoin de quelqu'un en qui nous pouvions avoir confiance, quelqu'un qui comprenait ce que nous vivions, quelqu'un qui pouvait nous aider sans poser plus de questions qu'il n'apportait de réponses. Je suis donc retourné à l'église et j'ai cherché le père Esteban. Il m'attendait déjà avec ce regard calme qui semblait voir dans l'âme. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé avec la voiture noire, la panique de ma mère, ma décision d'arrêter de fuir. Il est resté silencieux pendant un moment, écoutant tout, puis il a dit d'une voix ferme « Il est peut-être temps pour toi de rencontrer quelqu'un qui peut t'aider, quelqu'un qui a également traversé une douleur similaire à la tienne. » Le jour même, il m'a emmené dans une maison simple, dans un quartier éloigné. Là vivait Thomas, un jeune homme au regard intense et au visage marqué par la vie. Lorsque nous nous sommes rencontrés, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était ni de la peur, ni de la méfiance. C'était comme s'il savait déjà un peu ce qu'il y avait dans mon cœur. Nous nous sommes assis dans la cour et il a commencé à me raconter son histoire. Il avait perdu sa mère quand il était très jeune. Il avait été élevé par sa grand-mère et avait découvert plus tard qu'elle l'avait également caché à un père dangereux. Il m'a dit qu'il avait vécu pendant des années dans la peur, essayant de comprendre les morceaux de sa propre histoire. Quand j'ai fini de lui raconter la mienne, il a pris une profonde inspiration, m'a regardé sincèrement et m'a dit « Je sais ce que c'est que de se sentir perdu. Je sais ce que c'est que de devoir tout reconstruire quand votre monde s'écroule. Si vous voulez, je peux vous aider. » Ma mère est restée silencieuse pendant quelques secondes, le regardant les yeux remplis de larmes, puis elle a parlé à voix basse. « Vous feriez cela pour nous ?» Thomas a hoché la tête et a répondu fermement. « Je le ferai parce que personne ne mérite de vivre dans la peur, et parce que lorsque vous trouvez quelqu'un qui souffre comme vous, vous ne pouvez pas lui tourner le dos. » À ce moment-là, j'ai compris qu'il n'était pas seulement quelqu'un qui nous aidait, mais quelqu'un que le destin avait mis sur notre chemin pour nous accompagner. Et pour la première fois, j'ai senti que nous n'étions plus seuls. Avec l'aide de Thomas et le soutien indéfectible du père Esteban, nous avons commencé à toucher les blessures du passé. Cela faisait mal, mais c'était nécessaire. La vérité n'allait pas venir d'elle-même. Nous devions la chercher, même si chaque pas était plus difficile que le précédent. La première chose que nous voulions savoir concernait mon père. Qui était-il vraiment ? Que faisait-il ? Avec qui traînait-il ? Nous avons commencé à chercher de vieux documents, des articles de journaux, tout ce qui mentionnait son nom. Nous avons rassemblé des bribes d'informations comme si nous assemblions un puzzle difficile et douloureux. Nous avons découvert qu'il était beaucoup plus dangereux que je ne l'avais imaginé. Il était impliqué dans des affaires d'argent sale, de menaces, de violence. Les gens avaient peur de lui. Personne ne parlait de lui calmement. Certains l'appelaient l'homme sans âme, sans cœur. Et même si c'était difficile à accepter, je devais affronter la vérité. C'était un après-midi pluvieux dans la salle paroissiale où le prêtre conservait de vieux journaux lorsque Thomas s'est approché de moi avec une enveloppe à la main. Il s'est assis à côté de moi et m'a dit calmement « Isabella, il est mort il y a 4 ans. Un accident de voiture. Regarde, voilà. » J'ai lu la nouvelle, les mains glacées. Mon père, celui que j'avais peur de rencontrer, celui qui m'avait séparé de ma mère, n'existait plus. J'ai ressenti un soulagement, mais aussi une étrange tristesse, car même si tout cela était arrivé, il faisait partie de mon histoire, une partie sombre et difficile, mais qui m'avait aussi façonné. Mais la paix a été de courte durée. Thomas a continué à parcourir les journaux et a trouvé un autre nom, un nom qui apparaissait toujours à côté de celui de mon père dans les anciens articles. Un nom qui faisait frissonner les gens lorsqu'ils l'entendaient. Rubén Ortega. Cet homme, dit Thomas avec un air grave, était le bras droit de ton père. Après sa mort, Rubén a tout pris. Il a continué à diriger l'entreprise comme si de rien n'était. J'avais l'estomac noué. C'était donc lui, l'ombre qui me suivait toujours, la menace qui planait sur moi. Rubén n'avait pas oublié le passé, et maintenant, il savait peut-être que j'étais en vie. Je regardais Thomas, qui me serra la main fermement, comme pour me dire « Je suis sans voix, mais tu n'es pas seul ». C'est alors que nous avons compris que le combat ne faisait que commencer, et que nous devions être forts, car ce qui nous attendait pourrait être plus difficile que tout ce que nous avions déjà traversé. Après des jours passés à chercher des réponses et à recueillir des informations, nous étions certains d'une chose qui nous faisait trembler intérieurement. Rubén savait pour moi.
Il savait que j'étais en vie, il savait que ma mère m'avait caché pendant toutes ces années, il savait tout, et plus encore, il voulait se venger. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou du passé, c'était personnel. Il voulait me faire du mal. Il voulait faire du mal à ma mère parce que, selon lui, elle avait trahi son ancien patron. Nous avons commencé à être plus prudents. Nous évitions de sortir seuls. Nous verrouillions les portes et éteignions les lumières tôt. Mais même toutes ces précautions n'étaient pas suffisantes. Une nuit froide, alors que la pluie martelait les fenêtres, je me trouvais dans l'appartement que ma mère louait près de l'orphelinat. Elle venait de préparer du thé. Nous nous sommes assises sur le canapé, avons discuté tranquillement et, pour la première fois depuis longtemps, elle a ri, d'un rire léger et sincère. Elle a même posé sa tête sur mon épaule et m'a dit « Merci de ne pas m'avoir abandonné ». Après cela, je suis allé prendre une douche et tout s'est passé en quelques minutes. Quand je suis sorti de la salle de bain avec une serviette sur la tête, j'ai vu que la lumière du salon était éteinte. J'ai appelé ma mère, mais elle n'a pas répondu. Je me suis dirigé vers la chambre et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Le lit était renversé, les oreillers étaient par terre, la lampe était cassée, les tiroirs étaient ouverts et ma mère n'était plus là. J'ai crié son nom, j'ai couru dans tout l'appartement, j'ai ouvert les portes, les fenêtres, j'ai regardé sur le balcon, rien. La seule chose que j'entendais était la pluie dehors et les battements frénétiques de mon cœur. Mon corps tremblait. Je me suis effondré à genoux sur le sol de la chambre, essayant de comprendre. La pièce semblait avoir été envahie rapidement, silencieusement, froidement. La seule chose que je savais, c'est qu'ils avaient emmené ma mère. Ma mère était partie. J'avais l'impression que mon monde s'écroulait à nouveau, comme si quelque chose m'avait été arraché. J'ai pleuré jusqu'à en perdre le souffle. J'ai pleuré de douleur, de colère et de désespoir, car après tout, après l'avoir retrouvée, lui avoir pardonné, avoir reconstruit notre relation, elle était partie et tout ce que je redoutais le plus était arrivé. Mais au milieu de cette douleur, quelque chose s'est enflammé. Je n'allais pas abandonner. J'allais faire tout ce qu'il fallait, car désormais, c'était moi qui allais la protéger. Après cette nuit-là, je n'ai plus jamais été la même. Je suis sorti dans la rue vêtu de la même robe, les cheveux attachés n'importe comment, sans penser à rien d'autre. Je ne pouvais penser qu'à elle, à ma mère, et à la question qui ne me quittait pas l'esprit. Où était-elle ? J'ai passé des jours à frapper aux portes, à parler aux voisins, à interroger des gens que je ne connaissais même pas. Je leur montrais une vieille photo d'elle, que ma grand-mère avait conservée précieusement. Certains secouaient de la tête, d'autres ne s'arrêtaient même pas pour m'écouter. Les réponses étaient toujours vides de sens. Mais malgré tout, j'ai continué. Je suis retourné plusieurs fois à l'église. Le père Esteban m'accueillait avec des yeux tristes. Il me donnait un bol de soupe chaude. Il me disait de me reposer, mais je ne pouvais pas. Thomas ne m'a pas quitté non plus. Il m'a accompagné dans les rues, dans les ruelles, m'a aidé à demander dans les magasins. Il m'a dit « Nous allons la retrouver, Isabella, je te le promets ». Mais au fil des jours, la fatigue a commencé à prendre le dessus. Je ne mangeais presque plus, je ne dormais presque plus. La nuit, je m'allongeais dans les mêmes vêtements, serrant contre moi un oreiller qui sentait encore son odeur. Et je pleurais. Je pleurais jusqu'à en avoir mal partout, jusqu'à en avoir les yeux brûlants, jusqu'à m'endormir à force de pleurer. Je priais en silence, les yeux fixés sur le plafond sombre. S'il te plaît, juste une chance de plus, juste un câlin de plus. Elle me manquait comme si quelque chose brûlait en moi. Chaque recoin de la maison contenait quelque chose qui lui appartenait. Le verre qu'elle utilisait, le torchon qui était toujours accroché là, la tongue oubliée sous le lit, tout semblait crier son nom. Et même si cela me faisait mal, même si je me sentais faible, je n'ai pas arrêté, car au fond de moi, même si j'étais blessé, j'avais toujours cette étincelle. La même étincelle qui m'avait poussé à quitter le village, la même étincelle qui m'avait poussé à la chercher toute ma vie. C'était maintenant à mon tour de la sauver, même si c'était la dernière chose que je faisais. C'était une matinée froide, le ciel était nuageux et les rues étaient encore mouillées par la pluie de la nuit. J'avais dormi à l'arrière de l'église, couvert d'une couverture que le père Esteban m'avait prêtée. J'ai été réveillé par le bruit de la porte qui s'ouvrait. Quand je suis sorti, j'ai vu le prêtre debout à la porte de l'église, l'air grave, tenant quelque chose dans ses mains. C'était une enveloppe brune, légèrement sale, sur laquelle mon nom était écrit en lettres de travers. Elle était là quand je suis arrivé, m'a-t-il dit en me l'attendant. Je l'ai prise avec des mains tremblantes. L'enveloppe était humide sur les bords, comme si elle avait été laissée là, à la hâte. Je l'ai ouverte, lentement, le cœur battant. À l'intérieur se trouvait une photo, et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. C'était ma mère, ligotée, les bras attachés derrière une chaise,
le visage battu, les yeux remplis de peur. Elle avait l'air fatiguée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Mes yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Ma main tremblait tellement que j'ai failli laisser tomber la photo. Avec la photo, il y avait une note écrite en lettres fermes, non signée, avec une seule phrase. « Si vous voulez la voir vivante, venez seul ». J'ai lu et relu cette phrase, la poitrine serrée. J'ai ressenti un désespoir que seuls ceux qui aiment vraiment peuvent comprendre. Mes jambes ont fléchi. Je me suis assise sur la première marche de l'église. Le père Esteban s'est agenouillé à côté de moi. Il a essayé de me calmer, mais je l'entendais à peine. Tout tournait autour de moi. L'image de ma mère ligotée et battue était plus que je ne pouvais supporter. Je voulais crier, mais la peur était plus forte. La peur de la perdre, la peur que cette note soit un piège. Je savais que je risquais de courir un grave danger, mais je savais aussi que si je n'y allais pas, je ne la reverrais peut-être jamais. La seule certitude que j'avais à ce moment-là était celle-ci. J'allais partir à sa recherche, pour nous, même si j'avais peur, même si j'étais seul, car l'amour d'une fille ne connaît pas de distance, et j'aurais traversé le monde s'il le fallait. Je suis parti, sans hésiter, même si la peur dominait mon corps, même si mes mains étaient moites, mon cœur battait à tout rompre et ma tête était remplie de voix qui me disaient que c'était dangereux, mais je suis parti à sa recherche, pour ma mère. J'ai pris l'adresse qui figurait au dos du papier. C'était un endroit éloigné, à la périphérie de la ville, où presque aucune voiture ne passait. Je suis monté dans un bus, le visage couvert d'un foulard, le regard perdu, le cœur brisé. Chaque minute du trajet m'a semblé une éternité. Je me suis souvenu de sa photo, de la façon dont elle regardait l'appareil photo, comme si elle demandait de l'aide directement à mon cœur. Quand je suis arrivé, j'ai vu l'entrepôt. Il était grand, vieux, avec de la peinture écaillée et une porte en fer rouillée. L'endroit était entouré de silence. On n'entendait même pas les oiseaux. Je voulais faire demi-tour, crier, courir, mais mes jambes m'ont poussé en avant. J'ai poussé la porte lentement. Elle a grincé bruyamment et le son a résonné dans tout l'endroit. J'ai fait quelques pas. Il y avait peu de lumière. Il y avait une odeur d'humidité dans l'air. Et là, au centre de l'entrepôt, il était là, Ruben, grand, vêtu d'un costume sombre, les yeux froids, les bras croisés. Derrière lui, dans un coin sombre, j'ai vu ma mère, toujours ligotée, toujours blessée. « Tu es venu », a-t-il dit avec un sourire en coin. « Tout comme ta mère, courageuse et stupide. » J'avais du mal à respirer. Je voulais courir vers elle, mais je suis resté immobile. Je l'ai regardée et j'ai essayé de paraître forte, mais à l'intérieur, je tremblais de tout mon corps. « Tu ne devrais pas être en vie », a-t-il poursuivi en s'approchant lentement. « Quand ta mère s'est enfuie, elle a trahi l'homme qui lui faisait confiance. Elle a trahi l'entreprise, et maintenant tu es un problème, une menace. Il y a encore des gens qui étaient fidèles à ton père et à moi. Ils sont son ombre. Il y a des gens qui ne veulent pas de scandale, des gens qui feraient n'importe quoi pour que cette histoire reste enfouie. » Il se tenait devant moi, me regardant comme si je n'étais qu'un pion dans un jeu sordide. « Si tu parles, tout s'écroule, et je ne peux pas laisser cela arriver. Tu comprends ?» J'avais la gorge sèche, les larmes me montaient aux yeux, mais je les retenais. Je l'ai regardé dans les yeux, et même si j'avais peur, j'ai dit « Je ne vais pas me taire, et tu ne vas pas la toucher. » Il a ri, d'un rire froid et sans âme, et à ce moment-là, j'ai su qu'il était capable de tout, mais j'ai aussi compris autre chose. J'étais là pour une raison. Je n'étais plus cette petite fille effrayée qui, même si tout le monde se retournait contre moi, se battrait jusqu'au bout pour sauver ma mère, même si cela me coûtait toute l'énergie qui me restait. Quand j'ai vu les yeux de Ruben devenir plus froids, j'ai senti que quelque chose de grave allait se passer. Il a fait 2 pas vers moi et a levé le bras comme s'il allait me pousser. Ma mère a crié d'une voix faible depuis le fond de l'entrepôt « Laisse-la tranquille, ne lui fais pas de mal ». Je tremblais, mais je n'ai pas bougé. Je suis resté là, résistant à l'envie de courir, m'attendant au pire. Et juste au moment où je pensais qu'il n'y avait plus d'issue, j'ai entendu le plus beau son que je pouvais entendre à ce moment-là. Des pneus qui crissaient dehors, puis des pas rapides et des cris d'ordre. Police, que personne ne bouge. Tout s'est passé très vite. La porte de l'entrepôt s'est ouverte brusquement et plusieurs policiers sont entrés, armes à la main. Thomas était juste derrière eux, haletant, cherchant du regard jusqu'à ce qu'il me trouve. Quand il m'a vu, il a couru vers moi et m'a tiré en arrière avec force, me protégeant de son corps. Ruben a essayé de s'échapper, mais ils l'ont encerclé avant qu'il n'atteigne la porte. Il criait et menaçait, mais il n'avait nulle part où aller. Thomas m'a regardé dans les yeux et m'a dit, haletant, « Le piège a fonctionné, tu as été très courageuse. »
Je me suis effondrée dans ses bras, tremblante de soulagement, incapable de retenir mes larmes. C'était comme si tout le poids que je portais avait soudainement disparu. Les policiers se sont approchés de ma mère, ont coupé les cordes et l'ont sortie de là. Elle pouvait à peine marcher, mais quand elle m'a vu, elle a ouvert les bras et m'a murmuré « Ma fille, tu m'as sauvé la vie ». Je me suis précipité vers elle et l'ai serrée dans mes bras de toutes mes forces. Nous avons pleuré ensemble. Là, au milieu de l'entrepôt sombre, au milieu des sirènes et des voix fortes, nous étions toutes les deux en vie et nous étions ensemble. Après tout, après tant d'années, tant de peur, tant de douleur, j'avais réussi. Elle était libre et j'avais enfin fait pour elle ce qu'elle avait fait pour moi lorsqu'elle avait décidé de me cacher du monde. Je l'avais protégée. Et à ce moment-là, il n'y avait pas d'amour plus grand au monde que celui-là. Ruben a été emmené par la police à ce moment précis, menotté, incapable de cacher la colère sur son visage. Il essayait encore de crier que cela ne s'arrêterait pas là, mais personne ne l'entendait. Pour la première fois, il était entre les mains de la justice. Après tant d'années à faire souffrir les gens, il était maintenant en prison et je ne pouvais que regarder ma mère. Maria était libre, mais son corps racontait une autre histoire. Elle était faible, blessée, avec des ecchymoses sur les bras et les poignets. Ses yeux, qui avaient toujours été si vifs, étaient désormais ternes, comme s'ils avaient perdu leur couleur. Lorsque nous l'avons emmenée à l'hôpital, elle pouvait à peine se tenir debout. Je me suis assise à côté d'elle, j'ai pris sa main et je suis resté là tout le temps sans la lâcher. Thomas est également resté avec nous, toujours attentif, nous aidant pour tout. Les médecins ont dit qu'elle avait besoin de se reposer, de bien manger et de reprendre des forces petit à petit. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons loué une petite chambre simple, mais propre et sûre. J'ai mis des rideaux légers aux fenêtres, des fleurs sur la table. Et chaque matin, je lui préparais du thé à la camomille, comme elle me le faisait pendant nos rendez-vous secrets. Elle passait des heures allongées, parfois sans parler beaucoup, juste à regarder le plafond. Mais je savais qu'à l'intérieur, elle rassemblait les morceaux de son âme, et je faisais de même, car prendre soin d'elle, c'était aussi prendre soin de moi-même. Et puis un jour, alors que je l'abordais, ma mère m'a pris doucement la main, m'a regardé droit dans les yeux, une larme coulant lentement sur sa joue, et m'a dit d'une voix douce « Merci ma fille, merci de ne pas avoir lâché ma main ». Je lui ai serré la main très fort, l'ai portée à mon visage et l'ai embrassée lentement. Et j'ai répondu avec tout mon cœur « Je t'aime, maman ». C'était la première fois que je l'appelais ainsi, sans crainte, sans honte, sans doute, et elle a pleuré, mais c'était de belles larmes, des larmes de soulagement, d'amour, de retrouvailles. Là, dans cette chambre toute simple, entre les oreillers et les pansements, nous recommencions à zéro, pour la première fois en tant que mère et fille, pour de vrai, et rien d'autre au monde n'avait d'importance. Une fois que ma mère a commencé à aller mieux, quand elle a pu marcher toute seule et sourire un peu, j'ai su qu'il était temps de rentrer. Retourner là où tout avait commencé, à nos racines. Nous avons pris un bus avec quelques valises, des vêtements simples et le cœur rempli de nostalgie. Thomas nous a accompagnés, toujours à nos côtés. Le trajet jusqu'à la petite ville m'a semblé plus long que dans mes souvenirs. Chaque virage de la route me rappelait un souvenir d'enfance, une scène qui me faisait mal autrefois, mais qui commençait maintenant à me sembler différente. Lorsque nous sommes descendus sur la petite place, tout semblait identique. Les arbres étaient toujours là, tout comme les bancs en bois, mais quelque chose en moi avait changé. Et lorsque nous avons tourné au dernier coin de rue et que j'ai vu la maison de grand-mère, j'ai senti mon cœur se remplir d'émotions. La porte s'est ouverte lentement, comme si elle avait senti notre présence. Et là se tenait grand-mère Carmen, ses cheveux blancs tirés en arrière en un simple chignon, son tablier toujours noué autour de la taille, et ses yeux brillaient comme jamais auparavant. Quand elle m'a vu, elle a couvert sa bouche de sa main et a pleuré. Mais quand elle a vu ma mère, son corps s'est détendu. Elle a descendu les marches du porche avec difficulté et a serré ma mère dans ses bras avec une force qui semblait impossible pour quelqu'un de son âge. « Je n'ai jamais perdu espoir », a-t-elle dit, la voix brisée. « J'ai toujours su qu'un jour tu reviendrais, que ce jour arriverait. » Nous sommes restés là toutes les trois, enlacés, pleurant comme si le monde s'était arrêté. Ce fut le plus long câlin de ma vie, un câlin de pardon, de retrouvailles, d'amour qui avait survécu à tout. Après cela, nous avons recommencé, petit à petit, avec précaution. La maison a été lentement remise en état. Nous avons changé les rideaux, nettoyé la cour, planté de nouvelles fleurs. Ma mère s'est remise à cuisiner, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Grand-mère racontait des histoires le soir, comme quand j'étais petite et que je m'asseyais par terre dans la cuisine juste pour les entendre rire pendant qu'elle faisait du pain. Le passé
existait toujours, bien sûr. La douleur n'avait pas disparu comme par magie, mais il y avait maintenant quelque chose de nouveau. Il y avait la paix et l'espoir, et ce beau désir de vivre tout ce que nous n'avions pas pu vivre auparavant. Ensemble, comme cela aurait toujours dû être le cas, c'est un après-midi, assis sur le banc du parc où je jouais quand j'étais enfant, que Thomas m'a dit quelque chose qui m'a ému d'une manière inattendue. Le soleil se cachait derrière les arbres et le vent soufflait doucement sur mon visage. Il est resté silencieux un moment, regardant le sol comme s'il cherchait le courage dans ses mots. « Isabella, il y a quelque chose que tu dois savoir », m'a-t-il dit à voix basse. « Ma mère a aussi souffert à cause de ton père. » Je l'ai regardé sans comprendre tout de suite et il a continué. Elle a travaillé pour lui pendant un certain temps quand elle était jeune. Elle a été maltraitée, menacée, humiliée. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte d'un de ses partenaires, elle est partie, effrayée. Elle a vécu cachée, tout comme ta mère. C'est pourquoi, quand je t'ai rencontré, quand j'ai entendu ton histoire, j'ai eu l'impression que c'était aussi la mienne. À ce moment-là, quelque chose nous a reliés d'une manière différente. C'était comme si notre douleur se reconnaissait. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. Nous n'avons plus rien dit. Ce n'était pas nécessaire. Le silence disait tout. Après ce jour-là, Thomas et moi sommes devenus encore plus proches. Il ne m'a plus quitté. Il m'aidait à faire des choses dans la maison. Il m'accompagnait au marché. Il s'asseyait à côté de moi l'après-midi quand je voulais juste être tranquille et réfléchir à la vie. Et petit à petit, sans précipitation, sans pression, quelque chose de nouveau a commencé à naître. C'était un sentiment différent de tout ce que j'avais connu auparavant. Il me regardait avec une affection si sincère que son regard semblait me guérir. Et quand il souriait, le monde semblait plus léger. J'ai commencé à l'attendre tous les jours. J'avais besoin de son rire, de sa voix calme, de sa façon de dire exactement ce que j'avais besoin d'entendre quand tout semblait aller de travers. Au début, nous ne parlions pas d'amour. Nous le ressentions simplement jour après jour. Et ce sentiment grandissait en nous comme une petite plante qui pousse lentement mais sûrement, avec des racines profondes. C'était de l'amour, oui, mais c'était plus que cela. C'était du respect, de l'attention, une étreinte rassurante après tant d'étreintes manquées. Et là, au milieu de tant de douleurs du passé, quelque chose de beau est né, un nouveau départ, un amour fait de vérité, de patience et de toutes ces choses qui ne nous avaient jamais été données, mais que nous nous donnions désormais sans crainte. Un jour, alors que ma mère et moi étions assises sur la terrasse, en train de boire un café et de regarder le ciel changer de couleur, une fille est apparue à la porte. Elle portait une robe à fleurs et tenait un sac de pain frais. Je l'ai regardée et, pendant une seconde, mon cœur s'est arrêté. Ses yeux, ce sourire, je les connaissais. Elle m'a souri largement et m'a dit « Isa, c'est moi, Elena ». Je me suis levé d'un bond. C'était elle, mon amie d'enfance. J'ai couru vers elle et je l'ai serrée fort dans mes bras. Nous nous sommes embrassés comme si le temps n'avait pas passé, comme si nous étions encore deux petites filles courant pieds nus sur la terre. Une fois à l'intérieur, nous nous sommes assises sur le canapé et elle a commencé à parler. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais cessé de penser à moi, que lorsque ma grand-mère lui avait annoncé mon départ, elle avait senti qu'il ne s'agissait pas seulement d'un voyage, mais de quelque chose de plus. Puis, les larmes aux yeux, elle m'a avoué « Isa, même quand nous étions petites, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose d'étrange dans ton histoire. C'était comme une ombre, un silence. J'entendais ma mère parler avec les voisins, ils parlaient de ta mère, ils chuchotaient des choses que je ne comprenais pas tout à fait, mais qui me laissaient un poids sur le cœur. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a pris la main. Je voulais te demander. Je voulais prendre soin de toi, faire quelque chose, mais je n'étais qu'une enfant. Je ne savais pas comment. Pardonne-moi d'être restée silencieuse. Je ne pouvais rien dire. Je l'ai simplement serrée dans mes bras, envahie par un mélange de nostalgie, de gratitude et d'émotion. C'était comme si une autre pièce de mon histoire venait de se mettre en place. Le retour d'Elena était comme la redécouverte d'une belle partie de mon enfance que je croyais perdue à jamais. Et dans cette étreinte, j'ai compris que même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours autour de moi des gens qui m'aimaient, qui se souciaient de moi, même en silence. Et cela m'a donné plus de force pour continuer. Après tout ce que j'avais vécu, toutes les larmes que j'avais versées, tous les câlins que j'avais rendus, j'ai réalisé que je ne pouvais pas garder tout cela en moi. Je me suis donc assise à la table de la cuisine avec du papier et un stylo, et j'ai écrit une lettre, mais elle n'était destinée à personne en particulier, elle était pour moi-même. Je l'ai écrite calmement, en me souvenant de chaque détail, comme si je racontais tout à la fille que j'étais autrefois. Cette fille qui a grandi en croyant que sa mère était morte, qui se sentait seule le jour de son anniversaire, qui s'endormait en pleurant,
serrant son oreiller dans ses bras. J'ai tout écrit dans cette lettre, la douleur, les peurs, les retrouvailles, les silences et les cris qui ne sont jamais sortis. Je lui ai parlé de ma mère, de ma grand-mère, de Thomas, de l'entrepôt, de Ruben. Je lui ai dit que l'amour pouvait survivre même dans les endroits les plus sombres. Et à la fin, j'ai écrit « Si un jour tu oubliais qui tu es, lis cette lettre, car tu es faite de courage. Tu n'as pas été abandonnée, tu as été sauvée, et aujourd'hui tu es là, vivante, forte, aimée. » Je l'ai soigneusement pliée et mise dans une petite boîte en bois avec une photo de moi et de ma mère. C'était plus qu'un simple bout de papier, c'était mon histoire, ma vérité. Après cela, j'ai commencé à me rendre à l'orphelinat, celui où ma mère avait travaillé pendant tant d'années. La première fois que j'y suis entré, mon cœur s'est serré. Je me suis souvenu des enfants qui couraient partout, des jouets éparpillés sur le sol, de leurs petites mains tendues en quête d'affection. J'ai commencé doucement, en aidant à préparer les repas, en racontant des histoires, en dessinant avec les enfants. Mais je me suis vite rendu compte que je n'apportais pas seulement mon aide, j'apportais ma présence, j'apportais des câlins, j'apportais une oreille attentive. Et c'était exactement ce que j'avais toujours voulu quand j'étais enfant. Être vu, être entendu, être aimé. Un jour, une petite fille a tiré sur ma chemise et m'a demandé « Es-tu la nouvelle aide-soignante ?» J'ai souri. Je me suis accroupi à sa hauteur et j'ai répondu « Non, ma chérie, je suis quelqu'un qui était comme toi autrefois. Et maintenant, je veux être là pour te rappeler que tu ne seras jamais seul. » Et dans le regard de cette petite fille, j'ai vu l'espoir que je pensais avoir perdu. J'ai vu l'opportunité de faire quelque chose de différent, de transformer ma douleur en attention, car maintenant je savais, l'amour que nous donnons est la plus belle partie de ce que nous avons vécu. C'était une nuit calme, une de ces nuits où le silence semble vous écouter. Ma mère et moi étions assises sur la terrasse, regardant le ciel étoilé, 2 tasses de thé chaud à la main. La brise était douce et le parfum des fleurs de grand-mère flottait dans l'air depuis le jardin. Soudain, ma mère est devenue sérieuse, le regard perdu au loin. Je l'ai remarqué. Je connaissais ce regard. C'était le regard de quelqu'un qui porte un lourd fardeau depuis longtemps. Elle a pris une profonde inspiration et m'a dit « Isabella, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, quelque chose à propos de moi quand j'étais enfant. » Je suis restée silencieuse, dans l'attente. Elle a serré la tasse entre ses mains, comme pour puiser de la force, et a continué. Moi aussi, j'ai grandi dans le mensonge. On m'a dit que mon père m'avait abandonné, qu'il ne voulait rien avoir à faire avec moi. Toute ma vie, j'ai pensé que c'était un homme mauvais. Mais des années plus tard, j'ai découvert qu'il avait essayé de me voir à plusieurs reprises et que ma mère ne l'avait pas laissé faire. Par colère, par fierté, il est mort sans savoir si je lui pardonnerais. Elle resta silencieuse un instant, les yeux remplis de larmes, puis dit presque dans un murmure « La douleur que j'ai ressentie quand j'ai appris cela était la même que celle que j'ai vue dans tes yeux quand tu as appris la vérité à mon sujet. C'est pourquoi j'ai compris ton silence, ta colère, tes larmes, car je suis passé par là moi aussi. Le mensonge m'a volé une partie de ma vie, et je ne voulais pas qu'il te vole la tienne aussi. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. Nous sommes restés là, unis par la même douleur, une vieille douleur qui se transmet de mère en fille comme un fil invisible. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau dans ce contact, un pardon sans mots, un amour qui renaissait, même s'il était couvert de cicatrices. J'ai alors compris qu'au début, le mensonge semble vous protéger, mais qu'avec le temps, il devient une prison. Les mensonges sèment de la confusion, aliènent, tandis que la vérité, même si elle fait mal, libère, ouvre la voie à la guérison, à un nouveau départ. J'ai regardé ma mère et je lui ai dit avec le cœur léger « Merci de m'avoir dit la vérité. Maintenant, je comprends. Et même si tout est arrivé, je te choisis, je t'accepte, je t'aime. » Elle a souri et les larmes ont coulé librement. Et cette nuit-là, 2 histoires brisées ont trouvé la paix. Car la vérité, même si elle arrive tard, a toujours le pouvoir de guérir. Dans le calme du petit matin, après une journée pleine de souvenirs, j'ai rêvé de lui, mon père. Cet homme qui, pendant si longtemps, n'était qu'une ombre dans ma vie. Dans mon rêve, il était différent. Il n'était pas l'homme fort et froid dont on m'avait toujours parlé. Il était assis dans un vieux fauteuil, les mains sur le visage, en train de pleurer. Il pleurait comme quelqu'un qui regrette quelque chose qu'il ne peut plus changer. Quand il m'a vu, il s'est lentement levé et s'est dirigé vers moi, les yeux rougis, le visage fatigué, et m'a dit d'une voix tremblante « Pardonne-moi, ma fille, pardonne-moi pour tout. » Je ne pouvais rien dire, je le regardais simplement. Et à l'intérieur, je ressentais un étrange mélange de douleur, de colère, et en même temps, une paix dont j'ignorais l'existence. Il a essayé de me toucher,
mais le rêve a commencé à s'estomper. Avant que tout ne devienne noir, il a répété, encore une fois, « Pardonne-moi ». Je me suis réveillé, le visage couvert de larmes, l'oreiller mouillé, la poitrine serrée. Je suis resté allongé là, à fixer le plafond sombre, ne sachant pas si ce n'était qu'un rêve ou s'il était venu me dire au revoir, si c'était réel ou si c'était simplement mon âme qui essayait de faire la paix avec le passé. Mais je ressentais une chose, il n'y avait plus de haine, plus de poids, juste le vide laissé par ce qui aurait pu être. Le matin même, j'ai pris une vieille photo de ma mère et de ma grand-mère ensemble, souriant par une journée ensoleillée dans le village, et je l'ai mise dans un joli cadre en bois tout simple. Je l'ai placée dans ma chambre, sur la commode, où je peux toujours la voir. Chaque jour, avant de m'endormir, je la regarde. Parfois, je leur murmure « Bonne nuit, mes filles ». Parfois, je me contente de sourire. Cette photo est devenue mon refuge, car elle montre les deux femmes qui m'ont le plus aimé. Chacune à sa manière, chacune avec ses erreurs, mais avec un amour qui ne m'a jamais fait défaut, même lorsque je pensais être seul. C'est en regardant cette photo que je me souviens de qui j'étais, de ce que j'ai vécu et de ce que je suis devenu. Et c'est là, à ce moment-là, dans le calme avant de m'endormir, que je rends grâce pour tout, même pour la douleur, car c'est cette douleur qui m'a amené ici. C'était un après-midi où le ciel était peint d'orange et de rose lorsque Thomas m'a emmené dans un endroit spécial. C'était un simple bout de terrain derrière la maison de grand-mère, où l'herbe poussait librement et où le vent soufflait, racontant des secrets. Il m'a dit qu'il voulait m'apprendre quelque chose. Nous avons marché en silence, côte à côte, avec l'affection tranquille de ceux qui vivent ensemble depuis longtemps. Au milieu du champ, il s'est arrêté. Il m'a regardé avec ce sourire timide que je connaissais si bien et a sorti de sa poche une petite boîte faite d'un morceau de tissu soigneusement plié. Il me l'a donnée lentement, comme s'il me donnait son cœur. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes, ne sachant pas à quoi m'attendre. Et à l'intérieur, j'ai vu la plus belle bague que j'avais jamais vue de ma vie. Elle n'était pas en or ni en argent, mais en bois, simple, faite à la main. Il l'avait sculptée lui-même, avec les marques de ses doigts et tout l'amour du monde. Elle avait un petit cœur gravé à l'intérieur, presque caché. « Je l'ai faite pour toi de mes propres mains », m'a-t-il dit, les yeux remplis de larmes. « Parce que tout ce que j'ai à t'offrir vient de qui je suis, de ce que je ressens, de ce que nous avons construit ensemble. » Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Tout était si pur, si vrai, que j'avais l'impression que mon cœur allait exploser dans ma poitrine. « Veux-tu m'épouser, Isabella ? Veux-tu fonder une famille avec moi ?» m'a-t-il demandé, la voix tremblante. Je ne pouvais que sourire et hocher la tête, disant oui de toutes les forces de mon cœur. Un oui chargé d'histoire, de douleur, de nombreuses épreuves surmontées, mais aussi d'amour. Un oui qui portait tout ce que nous avions vécu, tout ce dont nous avions rêvé. Un oui qui n'était pas seulement une réponse, c'était une promesse. Thomas m'a serré fort dans ses bras, et là, avec la bague en bois à mon doigt, j'ai senti que la vie me rendait tout ce qu'elle m'avait pris. Il ne s'agissait pas de luxe, de fêtes ou de vêtements coûteux. Il s'agissait de vérité, de recommencer à zéro, d'aimer après la tempête. Et j'ai su dans cette étreinte que tout cela en valait la peine, car j'avais désormais trouvé mon foyer en lui, en nous. Le temps passa et, petit à petit, la vie reprit son cours. Les matins devinrent plus lumineux, les nuits moins silencieuses. Et un jour, alors que je faisais la vaisselle après le dîner, j'entendis quelque chose qui me fit m'arrêter et fermer les yeux. C'était ma mère. Elle chantait très doucement, de cette voix qui était restée silencieuse pendant si longtemps. La même voix que dans mes rêves, la même chanson qu'elle disait m'avoir chantée quand j'étais encore dans son ventre. Elle était sur la terrasse, se balançant doucement dans sa chaise, regardant les étoiles et chantant comme si elle chantait pour que le vent emporte tout à Dieu. Tout ce qu'elle avait gardé secret pendant tant d'années était doux, c'était fort. C'était une étreinte sans les mains, un amour que l'on pouvait ressentir sans toucher. Parfois, tôt le matin, je l'entends encore, et quand je l'entends, je me sens protégé, comme quand j'étais enfant et que je pensais que quelqu'un veillait sur moi de loin. Avec tout ce que nous avons vécu, avec chaque larme, chaque étreinte, chaque découverte, j'ai senti que je devais tout mettre par écrit, non seulement pour moi, mais aussi pour d'autres personnes qui pourraient avoir des questions sans réponse, des douleurs que personne ne voit. Je me suis donc assise dans un petit coin de la maison avec un vieux cahier et un stylo bleu et j'ai commencé à écrire. J'ai tout écrit depuis le début. Depuis le jour où j'ai appris la mort de ma mère jusqu'au jour où je l'ai entendue chanter à nouveau, j'ai intitulé ce livre « La lettre qui a changé ma vie », car c'est cette lettre cachée, écrite avec tant d'amour et de peur,
qui a tout changé, qui m'a fait quitter le village, qui m'a fait découvrir la vérité, qui m'a ramené ma mère, qui m'a montré qui je suis. Et aujourd'hui, quand je repense à tout cela, je ne vois plus seulement la douleur, je vois le chemin, je vois les étapes, je vois chaque petit morceau de mon histoire assemblé avec amour et courage. Je ne suis pas seulement quelqu'un qui a survécu, je suis faite de tout ce que j'ai vécu, de chaque larme qui est tombée sur mon oreiller, de chaque étreinte forte qui m'a soutenue, de chaque maman, dite avec tout mon cœur. Je suis faite d'amour, de douleur et d'une force qui vient des femmes qui m'ont élevée de tout leur cœur. Et grâce à cela, grâce à tout cela, je continue d'avancer et je souris parce que j'ai gagné. Je pleure encore, oui, et je n'en ai pas honte, mais maintenant, c'est différent. Avant, je pleurais de douleur, de nostalgie, de vide. Je pleurais à cause des questions sans réponse, des câlins que je n'avais pas reçus, des nuits froides sans affection. Maintenant, quand les larmes coulent, elles ont un goût différent. Elles sont pleines de gratitude. Gratitude d'avoir revu ma mère, d'avoir senti son étreinte, celle que j'avais attendue toute ma vie. Gratitude envers toutes les personnes qui m'ont aidé, qui ont été à mes côtés, même quand je n'avais plus la force. De la gratitude d'être encore là, vivante et entière après tout ce que j'ai traversé. Parfois, je pleure rien qu'en me souvenant de l'odeur du café de ma grand-mère, de la voix de Maria chantant doucement sur la terrasse, du sourire de Thomas qui m'attendait à la porte avec une fleur qu'il avait cueillie dans le jardin. Je pleure parce qu'on a pris soin de moi et parce que je suis capable de prendre soin des autres aujourd'hui, parce qu'il y a un moment spécial qui me fait pleurer d'une manière que seul le cœur comprend. C'est quand je suis à l'orphelinat, assise par terre, entourée d'enfants aux yeux curieux et aux mains tendues. Et l'un d'eux s'approche de moi avec ce regard innocent, touche mon bras et me demande d'une voix douce « Isabella, je peux te faire un câlin ?» À ce moment-là, je fonds parce que cette simple question dit tout. Elle dit confiance, elle dit affection, elle dit ce grand désir de ressentir de l'amour. Et quand j'ouvre les bras et que cet enfant se jette dans ma poitrine, me serrant fort, je sens que tout cela en valait la peine. Chaque douleur, chaque attente, chaque pas, car je suis devenu ce que j'avais toujours rêvé de trouver. Je suis devenu un refuge. Je suis devenu quelqu'un pour ceux qui ne peuvent pas encore parler. Et c'est là, dans cette étreinte serrée, que je trouve un sens à tout. Là, au milieu d'une enfance qui peut encore être sauvée, je retrouve la mienne et je guéris. Et ils me guérissent chaque jour avec amour. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, que feriez-vous à la place d'Isabella? Auriez-vous le courage de chercher la vérité sans savoir ce que vous trouveriez? Ou feriez-vous comme Maria, en essayant de protéger ceux que vous aimez par le silence et la distance? J'aimerais beaucoup connaître votre opinion. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos ici sur la chaîne. De nombreuses histoires qui vous toucheront le cœur sont à venir. Profitez-en pour envoyer cette vidéo à quelqu'un que vous aimez. Peut-être que cette personne a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et regardez, la vidéo qui va apparaître ici à l'écran est une belle histoire vraie qui a déjà fait pleurer et réfléchir beaucoup de gens sur leur vie. Cliquez et préparez-vous, car c'est émouvant du début à la fin. Je vous attends là-bas.